Le camarade Pesso, vous avez la parole. Merci. Je remercie tout le monde et je présente des excuses, 1000 fois excuses de mon retard, qui n'est pas excusable. Mais j'étais dans la salle il n'y a même pas une heure, 2 heures de temps. J'étais en train de faire les déménagements et les remplissages, etc. Donc je m'en excuse, je suis au retard. Merci. À monsieur camarade Dr Marcel Krabé, représentant du PPAC des États-Unis Mexique, ses adjointes et ses adjoints, à messieurs les secrétaires nationaux, à messieurs les secrétaires de section, dont principalement le camarade Rodrigue Loury de New York, aux camarades militants et militantes de toutes les bases invitées, aux militantes et militants de la section de New York, à tous les chefs et présidents d'associations et leurs délégations, chers amis invités. C'est pour moi-même, en tant que PCO de cet AG et toute la section de New York, un très grand plaisir de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de cette deuxième Assemblée Générale annuelle. Cet événement est très important à nos yeux car il se place avant la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, notre pays. C'est le début d'un travail collectif, inclusif, de longue haleine ici aux États-Unis, au Mexique, aussi bien dans les diasporas ivoiriennes autour du monde, et plus essentiellement en Côte d'Ivoire, dont les assises commencent aujourd'hui et dont l'aboutissement, Dieu le voulant, sera l'arrivée au pouvoir de notre champion, le président Laurent Gbagbo. Veuillez acclamer. Merci. Pour les travaux donc, qui vont se suivre les uns après les autres, dont un des points saillants sera le fundraising pour la campagne du candidat Gbagbo. Je vous souhaite plein succès pour ces assises et que de bonnes résolutions en sortent pour la victoire de l'opposition ivoirienne, avec en prime l'élection du président Laurent Gbagbo. Oui. Chers distingués, permettez-moi de former les vœux les plus sincères au nom de la section de New York, la section PPAC de New York, pour que les décisions et les accords qui résulteront de cet AG apportent une contribution positive à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle sans palabres et sans tricherie. Je vous remercie. Merci. Merci au camarade PCO. Nous continuons la cérémonie. Je vais appeler ici le président, le camarade secrétaire général de la section New York, comme c'est le camarade qui reçoit les invités, qui reçoit tous les camarades de la représentation. On va dire un aquabas à tous les invités ce soir. Donc le tout puissant camarade, secrétaire général, voyez, on va sauver mon secrétaire général. Le tout puissant camarade, Loury Rodrigue, il est un peu timide, mais il bouge beaucoup. Merci camarade. Tu as la parole. Allez, Drigo! Les chefs présidents de l'AES, de la diaspora africaine dans les Amériques, chefs présidents et chefs d'association, camarades représentants Dr Krabé, au cadre du PPAC ici présent, chers camarades secrétaires généraux des sections PPAC des États-Unis, chers camarades militants du PPAC, recevez mes salutations fraternelles. Le photographe est tout dans le champ.
Je suis Laurie Rodrigue Désiré, secrétaire général du PPACI section New York. Toute ma session se joint à moi pour vous dire à Papa. Soyez la bienvenue à la deuxième assemblée générale qui se tient ici à New York après celle de Washington DC. L'objectif de nos assemblées générales est de fonder la mobilisation pour le retour du président Gbagbo Laurent à la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Car la victoire du président Gbagbo Laurent sera la victoire du peuple ivoirien et de l'Afrique qui a tant souffert et qui continue de souffrir sous le régime actuel. 2025, c'est maintenant. Comme l'a dit son Excellence le président Gbagbo Laurent, tous ceux qui sont épris de paix, de justice, doivent se donner la main et dégager ce régime au pouvoir et le système impérialiste qui agit contre le bonheur des Ivoiriens et de l'Afrique. Chers camarades, restons unis, mobilisés pour la victoire en 2025. Je dis merci à tous les camarades qui ont travaillé d'arrache-pied dans les préparatifs de cette Assemblée générale et qui travaillent encore à ce moment pour que cette Assemblée générale soit une vraie réussite. Encore merci à tous les participants, à Baba, à tous. Merci. Voilà, merci encore au camarade Laurie. Voilà, nous allons continuer encore dans la série d'interventions. Voilà. Ok, attends, je vais faire monter ça un peu. Je vais faire monter ça un peu. Est-ce qu'il est là? Voilà, il est de retour. Alors, oui, mon frère Michel. Voilà, je pense que selon le programme, nous devons maintenant présenter l'esprit de l'AG. Effectivement, nous allons présenter l'esprit de cette AG ce soir. Donc, je disais à cette AG, nous avons deux volets. Le premier volet, nous allons parler. Tu peux attraper un peu. Nous avons des panélistes qui vont nous entretenir sur les thèmes techniques. Et le deuxième volet, nous allons parler du fundraising. Alors, à cette AG ce soir, cette AG a pour thème 2025, je soutiens Gbagbo pour une Côte d'Ivoire et une Afrique libre et souveraine. Donc nous sommes là ce soir pour échanger sur 2025. Nous sommes là ce soir aussi pour collecter aussi les fonds. Tout à fait. Donc sans trop tarder, comme nous avons pris un peu de retard, je vais passer la parole tout à l'heure au camarade secrétaire national technique, le camarade Niali, qui va nous entretenir tout à l'heure sur un thème vraiment précis. Mais je pense que le camarade Niali n'est pas là, Carlo. Oui. Donc nous allons passer au point suivant. Ok, nous allons passer la parole. Bien sûr, il y avait omis, m'excuse, ses camarades. Voilà, nous allons passer d'abord la parole au camarade Laurent Ibei du comité de contrôle de l'Amérique du Nord et Mexique, qui va nous entretenir tout de suite sur l'impact psychologique de la crise sur les Ivoiriens. C'est vraiment important. C'est vraiment important ce thème-là, parce que le PPACI, nous luttons pour la liberté, nous luttons pour la cause. Donc je ne vais pas trop tarder. Je vais donner la parole au camarade contrôleur, comité de contrôle, le camarade Laurent Ibei, pour nous entretenir. Voilà, on va le mentionner s'il vous plaît. Bonsoir camarades. En tout cas, je sens que cette AG va aller très vite. J'ai été programmé pour vous entretenir sur un fait assez important et pour montrer l'impact de ce phénomène, le phénomène psychologique sur nos militants
et même sur les Ivoiriens en général. Je voulais vous raconter 2 anecdotes. La première personne dont je vais parler, c'est ma soeur. Elle était à Abidjan pendant la grande guerre que la France nous a imposée, sans nous déclarer la guerre. Vous savez qu'on a été bombardé. Moi-même, j'étais à Abidjan. Donc, j'ai vu la scène de fait du monde que nous avons connue à Abidjan. Une de mes sœurs, qui habitait Belgerville, a connu tous les bombardements. Les 6 jours, la semaine des bombardements de la France vis-à-vis de la résidence du président. C'était tellement infernal que quand elle arrivait aux États-Unis, un beau matin, elle partait au travail aux États-Unis, elle était déjà arrivée ici. Elle a eu un peu plus de chance que les autres. Et elle est arrivée aux États-Unis et un beau matin, elle allait au travail et elle s'est arrêtée à la station d'essence pour remplir son véhicule. Et tout à coup, il y a eu un hélico de policiers au-dessus d'elle qui volait très bas. Et elle est entrée en mode panique. Elle a commencé à courir et commencé à se appeler au secours. Les Américains qui sont allés vers elle lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus à Abidjan. Elle était aux États-Unis. Donc, imaginez-vous ceux qui sont encore sur le terrain à Abidjan. Elle est aux États-Unis. Et regardez la maladie du syndrome post-traumatique qu'il a su jusqu'à aujourd'hui. Donc, imaginez-vous un peu ceux qui sont restés à Abidjan. La souffrance qu'ils continuent de vivre. Ici, aux États-Unis, on appelle ça le PTSD. Et c'est psychologique. Et notre peuple en souffre. Et incurable. Depuis 2010-2011, la Côte d'Ivoire souffre de la maladie du syndrome post-traumatique. Vous avez remarqué qu'on vous a sollicité le plus longtemps, de nos jours, juste après la guerre, on a été beaucoup sollicité par nos parents qui souvent sont malades, ils ont des pics artériels, des gens, on vous apprend que quelqu'un est mort de AVC, ça vient du choix de la guerre qu'a faite Ouattara en lieu et place du recomptage des voix. Au lieu de recompter les voix, il a décidé de faire la guerre à notre pays. Une guerre, il y a des morts directs et il y a aussi des morts indirects. Et les morts indirects ne s'arrêtent pas jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui se passe, si vous faites les statistiques, vous saurez qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de morts aujourd'hui qu'avant la guerre. Et ça, c'est l'impact psychologique de cette guerre que Ouattara nous a imposée en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il ne peut pas être à la tête de ce pays. Parce que une dame qui est violée, tant que son violeur n'est pas puni et qu'il n'est pas emprisonné, elle ne guérit jamais de son traumatisme. Les Ivoiriens ne sont pas encore guéris du traumatisme de la guerre que Ouattara et ses mandants français nous ont imposé. C'est un devoir, je dirais une obligation pour nous de faire partie de ce monsieur si on veut que notre peuple guérisse. Le peuple ivoirien est malade. C'est très important. Il s'agit de tout un peuple. Il ne s'agit pas seulement, bien sûr, du président, mais il s'agit de notre peuple. Et nous devons tout faire pour que ce monsieur-là parte, pour que notre peuple puisse guérir. C'est très important. Un autre élément de l'impact psychologique, c'est que, si les gens se souviennent bien, un jour le président a dit comme ça que les gens m'ont envoyé à La Haye, on m'a accusé d'avoir tué les gens.
Et il s'est dit que les gens en parlaient tellement, les gens disaient que c'était tellement grave, que lui-même il a commencé à se mettre en doute. Il a dit, mais peut-être que mes militaires sont allés tuer les gens et que je ne sais pas. Donc, allons et qu'on me dise ce qui s'est vraiment passé. Cette situation qui a permis au président de douter un instant des ordres qu'il a donnés à ses militaires. Il n'a pas donné d'ordre à les tuer. Mais à un moment donné, il s'est mis à lui-même douter. C'est la dissonance cognitive. C'est une arme psychologique que les Européens utilisent le plus contre nous. Parce que quand tu commences à douter de toi-même, te dire, c'est qu'il y a un problème. Et ça nous arrive le plus souvent. Notre pays a été attaqué. Les gens ont commencé à traiter des dictateurs, quelqu'un que nous connaissons depuis les années 80, qui a même abandonné son ami intime, avec qui il dormait sur les nattes. Il a abandonné ce monsieur, Dakouri, parce que Dakouri lui a demandé de prendre les armes. Et il a dit non, je deviendrai président par les urnes. Et pour cela, il a abandonné son amitié avec un ami de combien d'années? Un monsieur comme ça, que nous connaissons. Les gens nous ont amenés à douter de lui parce que les médias européens ont fait de lui un dictateur. Donc nous avons été victimes de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si bien que, au lieu de défendre le président, certains parmi nous ont décidé de croiser les bras parce que avec tout ce monde qui parle de lui comme un dictateur, peut-être qu'il est vraiment un dictateur. Donc au lieu d'agir, je vais croiser les bras. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup d'Ivoiriens ont croisé les bras et ce qui devait arriver est arrivé. Les gens ont préféré fuir le pays parce qu'ils ne savaient pas s'il fallait vraiment défendre le président ou pas. Et nous sommes arrivés à cette situation-là. Donc, il faudrait que tout un chacun de nous sache ces armes-là, ces armes psychologiques que les gens utilisent contre nous. Parce que ce sont des armes qui sont tellement puissantes et leur dangerosité se trouve dans leur nature impondérable. C'est-à-dire que ce sont des armes qui ne sont pas accessibles à l'esprit facilement. Tu peux être victime de cela, mais sans le savoir. Et nous plaidons pour que, à l'école du parti, on puisse créer des modules pour dévoiler ces armes-là à nos militants et même aux Ivoiriens, pour qu'ils fassent attention, pour qu'ils ne doutent plus. Parce que quand tu doutes, quand tu es inquiet, tu ne peux plus agir. Et quand tu ne peux plus agir, les adversaires, les ennemis viennent et font ce qu'ils ont envie de faire. Même quand ils ont tort, ils ont toujours raison. On nous a parlé d'un crime tellement haineux qu'on a refusé au président Laurent Gbagbo, je crois 10 fois, la liberté conditionnelle. 10 fois, on lui a refusé cela. Parce qu'on nous a fait croire que le crime était tellement incroyable qu'on ne pouvait pas lui donner de liberté conditionnelle. Mais aujourd'hui, on l'a trouvé innocent. Personne ne parle de ces crimes. Tout à coup, les crimes n'existent plus. Si les Blancs n'en parlent pas, nous n'en parlons pas. C'est plus important pour nous. Il faut que cela aussi cesse. Il faut que notre narratif soit notre narratif. Il ne faudrait pas qu'on entende que les Blancs en parlent pour que ça devienne important pour nous. Donc je plaide pour que l'école du parti ouvre des modules pour qu'on puisse enseigner à nos militants et aux Ivoiriens en général les armes psychologiques qui sont utilisées contre nous. Il faut pouvoir les reconnaître pour que à tout moment quand le doute apparaît en nous, on puisse se dire voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive et je puisse prendre des actions contre ça. Nous avons la chance, le président Gbagbo reste toujours ce géant dont les épaules nous servent de siège pour voir toujours loin. Il est encore là. 2025,
il faut le mettre au pouvoir pour guérir la Côte d'Ivoire, pour guérir les Ivoiriens. Merci. Voilà, merci de l'ovationner encore. Merci. Alors, je pense qu'on va continuer dans la série d'allocutions. Quand tu veux tourner là, faut pas faire l'hélicoptère. Douce. Ouais. Vite. Mais elle est toute seule. Mais non, pas venir ici. Elle est toute seule. Voilà, nous allons continuer. Mon micro, il est là-bas. Ça veut dire que ça, on doit le faire. Voilà, je pense que cette fois-ci, nous allons maintenant appeler Ça veut dire le ventilateur. le camarade Charles Druid, s'il est prêt. Oui, le camarade Charles Druid, qui est le secrétaire national technique chargé de la stratégie de financement des projets du parti. Tu vas nous. Ok, camarade Charles Druid, nous faisons des changements techniques. Donc, Voilà. le camarade Charles Druid va nous entretenir tout à l'heure sur. Alors, on peut répondre encore. Le poste, c'est important. Hein. Oui, c'est important, c'est une autorité. J'ai entendu finance. Oui, finance, ça va être 2025, c'est maintenant. Voilà. Donc, les enfants de Gbagbo sont partout. Sont tous dans le domaine stratégique. Le camarade Charles Druid, le secrétaire national technique chargé de la stratégie de financement des projets du parti. Vraiment, c'est important. Il est là ce soir pour nous entretenir. Ce soir, c'est un thème vraiment important. La raison pour laquelle nous sommes là ce soir, le thème qui est la nécessité de s'unir autour du président Gbagbo, qui est nos référents politiques. Donc, camarade. Je pense qu'il peut avancer maintenant, le camarade. Oui. Voilà. Merci, camarade. Merci. Bon, on va laisser un peu les titres de côté. Quand je suis à New York, c'est comme un esprit. Un bon esprit qui me prend. Parce que je suis un enfant de New York. On a construit la section de New York. Je vois un ancien qui est là. Il y a une vingtaine d'années, au début des années 90, New York était le bastion de ce qu'on appelait à l'époque le FBI, aujourd'hui le PPAC. New York était le cœur du parti. Tout était ici. Donc, c'est vrai, les gens de Fila me regardent mal. Celui qui m'a précédé ici, c'est un ancien de Boston, quelques gars de Washington et tout ça, mais je demeure un enfant de New York. Voilà. Donc, j'ai quitté New York au début des années 2000 et donc je suis allé à Washington. Et bien sûr, on continue la lutte. Et en 2010, j'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé par le président Gbagbo comme son directeur de campagne chargé des États-Unis. Et la dame qui vient de dire yes, je vais me permettre, je vais changer un peu. Mariam, s'il te plaît, viens ici. Vous ne pouvez pas comprendre la joie que j'ai ressentie quand je l'ai vu rentrer dans la salle. Quand j'ai été nommé directeur de campagne, le territoire est tellement vaste que j'ai divisé le territoire en plusieurs sections, zones, bon pas sections mais zones de compétences. Et à Washington DC, c'était elle, la directrice locale de campagne. Bien sûr, dans la zone vers ici, c'était à la fin de Gali et ainsi de suite. Mais il faut absolument reconnaître les gens qui ont combattu. On ne peut pas être dans une salle, voir les anciens et puis ne pas au moins leur serrer la main, leur donner la couleur. Marianne, merci pour le travail que tu as fait. Merci. Merci beaucoup. Bon, on m'a dit tout à l'heure, c'est vrai, hein, PCO, c'est tout à l'heure là que j'ai appris que je devais parler d'un thème qui m'a été donné. Je ne savais pas. Mais comme nous sommes dedans, nous sommes des militants, nous sommes des anciens, on va parler. C'est un thème assez simple. Pourquoi s'unir autour de notre chef? C'est comme si on disait à des enfants, pourquoi s'unir autour de papa ou bien de maman? C'est une question qui ne se pose pas. Ça ne se pose pas. Mais comme tout à l'heure, mon prédécesseur a parlé de quelque chose qui est très très grave.
Il a parlé de PTSD. Il est venu étaler devant vous, enfin on le sait tous, mais quand c'est répété par un intellectuel de sa trempe, ça choque. On a l'impression que c'est les autres qui vivent ça et pas nous. Mais en fait, nous sommes tous malades. Depuis 2010, tous les Ivoiriens sont malades. Le syndrome de PTSD, là, ça existe en nous. Il a donné un exemple. Moi, j'en ai plein aussi. Il y a quelqu'un qui est venu en exil et qui a vécu avec moi. Et tous les jours, c'est-à-dire pendant 6 mois, j'ai arrêté de travailler et tous les jours, je passais mon temps avec lui, je checkais sur lui, je lui parlais. Et je ne sais pas qui se rappelle, à Maryland, DC, il y a eu un tremblement de terre en 2012. Ma maison attendait comme ça. Et il est sorti de sa chambre. Il est tombé dans les escaliers. Et je vous parle de quelqu'un qui a vécu la guerre, qui était conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Et il a commencé à pleurer. Et donc je regarde mon ami qui est à terre, et je me dis, mais c'est grave, ce qu'on a vécu. Et Dieu merci, bon, aujourd'hui ça va un peu pour lui. Mais je veux dire, on est tous malades. Il est important qu'on trouve le remède à cette maladie. Le remède, il est simple. Il faut qu'on remette notre chef au pouvoir. Il faut qu'on remette notre chef au pouvoir. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, si je commence à parler, on va rester jusqu'à demain. Voilà, campagne là, je sais faire. Le président Laurent Gbagbo a été victime de beaucoup de choses ignobles, durant toute sa vie. C'est quelqu'un qui a fait la prison comme si on allait dans sa chambre. Il a vécu toutes sortes de supplices, toutes sortes de tortures, tout ce que vous pouvez imaginer, il a vécu. Mais jamais il n'a levé un seul petit couteau, pour ne pas dire même une fourchette, contre quelqu'un. Il a toujours utilisé sa bouche, le verbe, son intellect. Et bien sûr, les gens qui sont autour de lui. Il a su s'appuyer sur les Ivoiriens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie ou groupe ethnique, je veux dire. Il a travaillé avec tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, on le sait tous. Je crois qu'il y a quelques jours, je regardais un document du ministre Amani Nguessan, ancien ministre de la Défense, qui a dit, et il sait de quoi il parle, quand on regarde la nomenclature de l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le leadership de l'armée de Côte d'Ivoire, mais écoutez, c'est des gens du Nord. C'est des gens du Nord. À l'époque, la Côte d'Ivoire, c'était, sous Houphouët-Boigny, c'était 20% par groupe ethnique. C'était 20% par groupe ethnique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que Houphouët-Boigny a compris le volet équilibre. Nous sommes pas d'une 70, je crois, ethnies en Côte d'Ivoire. Bon, à l'école, on nous disait 63, mais je crois que c'est 70. Hein. Voilà. Et il a su équilibrer les choses. Les différents cadres qui viennent de différentes régions. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tant que tu n'es pas avec eux, tu vas à l'administration, il y a un problème. Et ça, on laisse ça de côté. Regardons un peu l'économie de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un peu mon domaine. Nous sommes dans le buzz, le vernissage. Nous sommes victimes des délinquants économiques. C'est un système, ce qu'on a appelé en Côte d'Ivoire des usuriers. Là. C'est ça. Nous sommes victimes de ça. Les margouillas là, voilà, en Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Les margouillas en Côte d'Ivoire. Mais c'est le même concept. Vous comprenez? Et on sait, à l'époque, nos parents, quand la rentrée scolaire arrive, ils paniquent, ils n'ont pas d'argent, donc ils vont voir rapidement les margouillas là. Et puis, je crois, ils donnent quelque chose, 3 chèques, machin, et tout ça. Et pendant l'année scolaire, ils se débrouillent parce que les taux d'intérêt, mais attends, c'est à 100%, c'est à 200%. Je ne dis pas que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire est un taux d'intérêt de 100% et machin, mais c'est tout comme. On ne peut pas avoir une dette de plus de 30 000 milliards et avoir des investissements de moins de 5 000 milliards. Et le reste, c'est où? Vous comprenez un peu? Dans ce pays-là, ici aux États-Unis, on s'endette pour investir, soit pour acheter une maison, pour mettre ses enfants à l'école,
Et c'est un investissement qui, à long terme, peut te permettre de rembourser ta dette. Au moins une grande partie. Nous sommes dans un système en Côte d'Ivoire où la dette est inexplicable. Donc on fait des routes et même on connaît un peu le tissu. Moi je vois un peu comment les gens font. Hein. On dit bon, on accorde une dette de 100 milliards à la Côte d'Ivoire pour construire des routes. Disons les États-Unis accordent une dette de 100 milliards. Mais ce ne sont pas 100 milliards qui quittent les États-Unis et qui vont vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire contracte le prêt et la Côte d'Ivoire est dans l'obligation de solliciter une entreprise américaine ou une entreprise française pour faire le travail avec des employés français ou des employés américains. Qu'est-ce que l'Ivoirien gagne? Qu'est-ce que le petit entrepreneur qui est dans le BTP en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il gagne? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire est détruite. Pardon, est détruite. La classe moyenne, elle est complètement détruite. Elle est inexistante. Quand un Ivoirien commence une petite affaire, quand il s'en rend compte, il crée les conditions pour détruire, pour s'accaparer de l'entreprise de l'Ivoirien. Le rôle du chef, c'est de rétablir l'Ivoirien au cœur du système économique en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas, je veux dire, ce ne sont pas des mots qu'on dit, ce ne sont pas des slogans politiques. C'est concret, c'est réel et c'est simple à faire. Ce n'est pas de la magie, c'est simple à faire. Ici, là, si on vous met devant un schéma, un cas d'étude, vous allez pouvoir le résoudre sans problème. C'est simple. On dit, on va aller s'endetter. Quand on s'endette, on sait pourquoi on le fait et par rapport à comment, et on sait comment au moins commencer à rembourser. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement Ouattara n'a aucun schéma véritable, à part s'endetter pour rembourser des dettes. C'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants, je vois un jeune homme qui est devant moi, bon, lui, il va peut-être rembourser 100 millions, je ne sais pas, les autres vont rembourser un peu, et ça va être comme ça. Et la dette ne fera que, comme on dit ça, rééchelonner, et c'est lui qui nous a appris ça, Ouattara, quand il est venu en Côte d'Ivoire en 90 à 91. Rééchelonnement de la dette et ainsi de suite. Voilà des expressions qu'il faut proscrire de notre langage. Donc il faut ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Dernier élément. Nous sommes des Ivoiriens. On sait ce que Gbagbo représente. On sait ce qu'il a traversé comme problème. On connaît son cœur. Il n'est pas parfait. Il a quelques péchés. Les gens parlent. Mais on lui fait confiance. On sait qui il est. Gbagbo ne ferait jamais. Il y a tellement de secrets que je ne peux pas exposer ici. Ce qu'il a fait pour des gens qui aujourd'hui lui font certaines choses. Pendant la crise, pendant que les armes pleuvaient, pendant que les bombes pleuvaient sur sa tête, il y a eu beaucoup de choses qu'il a refusé de faire. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a refusé de faire. Mais malgré ça, quand ils sont arrivés à l'enlèvement du pouvoir, ils l'ont envoyé à La Haye, monter toute une histoire contre lui. Il a vaincu la communauté internationale. Sans tirer une seule arme. Sans tirer une seule balle. Il revient en Côte d'Ivoire. Si nous, ses enfants, si nous, les Ivoiriens, si on laisse l'histoire finir comme ça, le monde entier se moquerait de nous. Ça va être une honte. Ça va être une honte pour notre génération. Ça va être une honte pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ceux qui nous ont attaqués qui viendront vers nous pour nous dire « Ah, on s'excuse, on a mal fait. » Non, non, c'est à nous de réécrire notre histoire. C'est à nous d'interpeller la communauté internationale pour leur dire « Vous vous êtes trompés. » Plus jamais on ne permettra à la communauté internationale d'écrire notre histoire. C'est à nous de reprendre en main notre destinée. C'est à nous de reprendre en main notre Côte d'Ivoire, notre économie et notre histoire. Camarades, en 2010, on a mené une campagne tranquille et on a fait confiance à beaucoup de gens.
Ici même à New York, les gens ont créé un bureau fictif d'enrôlement, n'est-ce pas Mariam? Voilà, dans un salon de coiffure où ils ont enrôlé des gens. On a fait réclamation, on s'est plaint. On nous a dit, oh, à Ouagadougou, ils vont retirer la mallette SAGEM. C'est ça, non? À l'époque. Ils vont retirer ça. Cette liste-là, je crois que c'était 1350 quelque chose de personnes. Fictif. On va retirer ça. Ils sont allés à Ouagadougou. Blaise Compaoré a dit, oh, laissez tomber. Bon. Et puis autour du chef, il y en a qui disaient, oh, ça on va gagner de toutes les façons, c'est pas un problème. Cette confiance-là nous a conduits là où nous sommes arrivés. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. C'est la dernière bataille du chef. Après cette bataille-là, il va au village, finir ses livres, se reposer tranquillement. Et il va donner des conseils à ceux qui vont venir après lui. Camarades, si on rate cette opportunité, on n'aura plus de chance de récupérer notre pays pendant encore 1 ou 2 générations. La confiance, c'est vrai, elle existe toujours. On croit toujours aux Ivoiriens. Mais plus jamais. C'est-à-dire si ton frère se dit militant ou sympathisant, qui n'est pas enrôlé, mais si toi-même le on dit, il faut le faire. Il faut qu'il bouge. Je sais de quoi je parle. Je l'ai dit à la dernière Assemblée Générale à Washington DC. On a des responsables de partis qui n'étaient pas enrôlés. Qui viennent s'asseoir avec de grosses vestes, qui parlent de Laurent Gbagbo tous les jours, mais qui ne sont pas enrôlés. Camarades, il faut se faire enrôler. Il faut absolument voter le jour du vote, mais avant cela, il faut qu'on se soulève pour que le nom du chef soit sur la liste, pour qu'il soit éligible électeur. Donc, pour tout ce que je viens de dire de façon impromptue, c'est-à-dire mettre fin à la maladie, récupérer notre économie, réécrire l'histoire de notre nation, pour tous ces éléments-là, il faut absolument que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Il a demandé seulement 5 ans, c'est un mandat. Et pour de vrai, c'est pas comme l'autre qui avait demandé 5 ans et qui a fait 15. 5 ans, en 5 ans, on va faire de grandes choses en Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien sera au cœur de ce qui sera fait. Je vous remercie. Voilà. Donnez le pouvoir au président Laurent Gbagbo et l'Ivoirien sera au cœur de tout ce qui sera fait. C'est ce qu'on retient. Merci. Voilà. Au camarade secrétaire national technique pour cet exposé. Vraiment, merci encore. Nous avons vraiment enrichi. Je vois en lui, camarade lycée, je vois à travers lui le président Gbagbo, son franc-parler. Vraiment, on nous a fait croire que le chef de l'État, Ouattara, c'est un économiste. Mais on voit que c'est un japonais. Donc, nous allons continuer la cérémonie. Ok. Je vais appeler ici présent la présidente des femmes PPS États-Unis, Madame Tadé Nathalie, qui a fait le département depuis Chicago. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Ok. Honorables invités, chers militants, chères militantes et sympathisants, je vous salue au nom de toutes les femmes PPACI, USA, Amérique latine. Je suis honorée de prendre la parole devant vous aujourd'hui en cette assemblée qui rassemble des femmes déterminées, engagées et prêtes à porter haut les valeurs de notre pays. Sous le leadership de notre vaillant et infatigable représentant, le docteur Marcel Krabbe, que je vous demande d'applaudir. Nous savons tous que la femme est le pilier de la société. Il en va de même dans notre parti. Depuis toujours,
les femmes ont été au cœur de nos victoires et de nos résiliences. Aujourd'hui, plus que jamais, notre parti a besoin de votre engagement, de notre détermination et de notre voix. Nos contributions ne se limitent pas seulement à soutenir, mais aussi à proposer, à agir et à diriger. Nous sommes les bâtisseuses de demain et notre implication est essentielle pour le succès des idéologies du parti. Les femmes, est-ce que je peux compter sur vous? La mobilisation est la clé de notre réussite. Nous devons renforcer nos rangs, sensibiliser nos communautés et faire entendre notre message à toutes les couches de la population. Chaque femme ici présente doit être une ambassadrice, une force motrice qui inspire et qui rallie. Nous devons faire preuve d'une solidarité sans faille, car ensemble, nous sommes plus fortes. La victoire se construit sur le terrain. Mobilisons-nous pour porter le président Laurent Gbagbo à la victoire des élections 2026. Chers sœurs, permettez-moi de rappeler en ce moment décisif les qualités fondamentales qui font du président Laurent Gbagbo un leader unique et irremplaçable. Avant tout, Laurent Gbagbo est un homme de paix. Malgré les épreuves, malgré l'injustice qu'il a subie, il a toujours privilégié le dialogue et la réconciliation. Son combat n'a jamais été motivé par la rancune ou la vengeance, mais par l'amour profond qu'il porte à la Côte d'Ivoire et à son peuple. Son parcours est aussi une leçon de résilience. Peu d'hommes auraient pu supporter avec dignité les obstacles qu'il a traversés. Pourtant, il est resté debout, fidèle à ses convictions, prêt à servir son pays avec le même engagement. Cette résilience est un exemple pour nous toutes, car elle montre que face aux difficultés, il ne faut jamais renoncer aux idéaux. En soutenant Laurent Gbagbo, nous soutenons la paix et l'amour pour notre nation. Nous soutenons un homme qui, malgré tout, continue de croire en un avenir de réconciliation et à la prospérité pour la Côte d'Ivoire. Chers sœurs, l'heure est à l'action. L'avenir de notre parti repose sur notre engagement et notre capacité à rester unis. Nous avons un rôle historique à jouer. Soyons fiers de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Portons haut les couleurs et restons déterminés. Ensemble pour la victoire, pour notre parti, pour la Côte d'Ivoire. 2025, c'est maintenant. Les femmes, vive le PPACI, vive le président Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire. Président. Les filles de Gbagbo, elles aiment ça, non? Ok. Merci à la présidente, Madame Tadé Nathalie. Merci pour son beau discours. Elle est venue ce soir avec sa famille. Vous savez, c'est ça. Quand tu es un enfant de Gbagbo, tout ce que tu fais ça bien. Donc nous allons continuer selon le programme. Je vais appeler ici le PCO, Gbagbo, qui va parler au nom de camarade Nash, qui a eu un empêchement ce soir. Donc, camarade PCO, tu as la parole. Merci. Bonsoir et bonsoir. Excusez encore une fois pour retard, je dois répéter ça. Pardon. Bon, le camarade Nash, qui est le responsable du numérique, comment on appelle, des élections, il me demande, il me charge de vous dire qu'il va falloir qu'on forme deux groupes. Ceux qui sont déjà enrôlés, ils vont se mettre ici, on va prendre les noms. Ceux qui ne sont pas enrôlés, ils se mettent ici. Il y aura des gens qui vont se promener dans la salle. Vous allez leur donner vos noms, vos credentials. Et puis on va s'occuper de ceux qui ne sont pas encore enrôlés. On va prendre leur nom, prénom, et puis téléphone number, et puis email. Voilà. Donc c'est très important. Parce que pour que Gbagbo gagne les élections en 2025, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on s'enrôle. Donc ceux qui sont enrôlés, on va prendre les noms. Et ceux qui ne sont pas encore,
On va prendre les noms et puis on va voir ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. Merci bien. Ok, merci. Merci.